intellectuels juifs venus d'Europe centrale ou d'Europe orientale, d'Europe de l'Est. Je pense par exemple à Romain Gary, oui. Alors, Emmanuel Levinas, alors il faut pas oublier effectivement que c'est un immigré, enfin, il vient d'Europe de l'Est, et donc il a été francisé, naturalisé, enfin il s'est d'ailleurs largement francisé tout seul, mais par la culture, par la fréquentation des auteurs. On pourrait citer alors un autre auteur dont je parle, évidemment dans un genre très différent, mais enfin Finkielkraut, qui est aussi fils de juif polonais. Donc si on veut, il y a ce qui est effectivement très, me semble-t-il, en tout cas intéressant à explorer, c'est cette forte identification à une certaine, on va reprendre le terme de Gaulle, mais une certaine idée de la France, ce ne serait peut-être pas très bienvenu, mais disons à une certaine représentation, certainement largement fantasmée ou imaginée, de la France, qui représente une terre de culture, une terre de savoir, une terre d'études. Bon, là aussi, il y a des textes, notamment Milner, par exemple, qui a écrit sur le juif de savoir. Et donc, effectivement, la France a représenté au XXe siècle, et peut-être encore dans l'après-guerre, cette sorte de, terre promise, enfin, qui a permis en tout cas à ces intellectuels de réaliser en effet ce qu'on peut appeler, je pense qu'on peut le dire, une sorte de symbiose judéo-française, qui à certains égards était peut-être la relève de ce qu'on avait appelé la symbiose judéo-allemande au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Oui. Oui, sauf que la symbiose judéo-allemande s'arrête au XIV. Oui, enfin, 18, Gershom Scholem conteste même qu'elle n'ait jamais existé. Oui, parce que Scholem disait que pour dialoguer, il faut être deux. Bon, alors les Juifs ont dû dialoguer avec les Allemands, mais ils n'ont pas trouvé en face d'eux les interlocuteurs qui voulaient leur parler. Donc effectivement, on peut discuter sur ce terme. Moi, je serais beaucoup moins pessimiste. Enfin, je me réfère notamment aux travaux d'Hannah Arendt et à son célèbre livre sur Rahel Varnhagen, voilà, dans lequel elle montre quand même ce qu'elle appelle la splendeur judéo-allemande, qu'elle situe elle plutôt à la fin du XVIIIe siècle, au moment où les Juifs allemands se sont fortement identifiés à ce que les Allemands appellent la Bildung, mais malheureusement ils se sont heurtés à cette limite qui est la Sittlichkeit, comme dirait Hegel, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient allemands de langue, de culture, mais pas de racines et pas d'identité. Et donc c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu s'intégrer, ou que la société allemande n'a pas voulu leur permettre de s'intégrer et les a laissés en marge de la société. Le judaïsme français, c'est-à-dire qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, enfin il me semble que c'est quand même une réalité, il y a eu à une époque, 18e, 19e siècle, depuis ce qu'on appelait la Haskalah, les lumières juives, il y a eu quand même une rencontre entre les juifs et la culture allemande, ou germanique, disons, que ce soit en Allemagne ou en Autriche. Cette rencontre a donné des réalisations absolument extraordinaires, que ce soit dans le domaine des lettres, de la philosophie, de la science, je pense qu'on ne peut pas le contester. Et tout ça, évidemment, s'est brutalement arrêté au XXe siècle, suite à ce que Rosenzweig avait appelé la dissémination, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre de juifs allemands justement de se dissocier de cette culture allemande qui ne voulait pas d'eux. Et j'ai tendance à penser, mais ça c'est plus une hypothèse qu'une théorie vérifiée, qu'un certain nombre d'intellectuels juifs français contemporains ont peut-être une certaine nostalgie de cela. Arendt, d'ailleurs, elle-même a écrit des textes là-dessus, où elle évoque le fait qu'il y a une sorte de nostalgie de ça. Le texte sur les signes. Oui, tout à fait. Donc, voilà, une sorte de nostalgie de cette symbiose et de cette rencontre. Et une de mes hypothèses, c'est que peut-être un certain nombre d'intellectuels juifs français contemporains ont peut-être cherché à recréer une sorte de symbiose culturelle, judéo-occidentale, mais qui serait plus spécialement judéo-française, et ce dans l'après-guerre. Alors Emmanuel Levinas, en effet, on serait l'un des représentants, avec d'autres plus récents, plus proches de nous. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que si je prends l'exemple de Benguévi, que je connais un peu pour l'avoir fréquenté, c'est que lui était contre cette symbiose judéo-française, dans la mesure où pour lui, mais pour quelques autres aussi, la Haskalah, le mouvement des Lumières, était fini, était épuisé. Et à quel moment de son parcours alors dès le départ? Non, puisqu'il arrive en France dans les années 60 avec cette vision universaliste, sartrienne et marxiste qui l'attire à Paris. Et par contre, quand il quitte Strasbourg pour Jérusalem, là, c'est le contraire. Il revient. Nous sommes d'accord. C'est ce qu'on appelle l'aléa, le retour physique, dans l'occurrence à Jérusalem, après évidemment des années d'études à Paris et à Strasbourg. Alors,
la question est la suivante, hein, c'est ça la question posée, c'est est-ce qu'il y a de fait possibilité d'une symbiose judéo-française autour de quoi? Autour de ce qu'on pourrait appeler une philosophie minimale. Par exemple, vous avez dans la Jérusalem de Moses Mendelssohn, ouvrage classique du XVIIIe siècle, cette idée que le judaïsme, finalement, se résume à une plaisanterie qui se répète de génération en génération. C'est un fonctionnaire romain en Palestine qui demande à Rabbi Hillel de lui résumer la doctrine juive pendant tout le temps où il se tient sur un pied. Quand il est fatigué et qu'il repose le deuxième pied sur la terre, l'autre doit avoir fini. Alors lui, c'est très simple. Le judaïsme, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, et maintenant va et étudie. Voilà. On ne peut pas trouver plus court comme définition. Simplement, aujourd'hui, il y a des gens, parmi nos contemporains, qui ne se satisfont plus de se concentrer. Alors, c'est précisément l'objet de mon livre, c'est-à-dire que moi, j'ai voulu m'intéresser à la génération des intellectuels juifs français que j'ai appelés. Et en effet, cela a été animé d'une volonté de rupture. Alors, rupture, en effet, avec, comme vous dites, une sorte de symbiose judéo-française. Emmanuel Lévinas, c'est la génération d'avant, donc c'est-à-dire même bien avant, c'est même 2 générations avant, parce qu'il avait commencé déjà avant-guerre. Donc, Lévinas, effectivement, lui, d'une certaine manière, il marque la transition, si je puis dire, entre un israélitisme où le judaïsme est retranché dans la sphère privée, puis l'affirmation d'une identité juive qui peut s'affirmer dans l'espace public, mais qui cherche au fond, c'est notamment l'école d'Orsay ou le Collège des intellectuels juifs, c'est-à-dire dans les années 50-60, on a cherché la synthèse entre l'universalisme politique à la française et les valeurs juives, et donc Lévinas représente cette volonté d'équilibre et de synthèse, et puis les années 60 marquent précisément, à mon sens, un moment de rupture, suite à toute une série d'événements qu'on pourrait dater d'ailleurs, très précis. 1961, le procès Eichmann, 1962, la fin de la guerre d'Algérie et le rapatriement des Juifs d'Afrique du Nord, 1967, la guerre du Kippour et le discours du général de Gaulle sur le peuple fier de lui et dominateur, et 1968, l'engagement de cette jeune génération dans les mouvements d'extrême gauche. Donc tous ces événements ont marqué une série de ruptures qui ont entraîné une cassure entre une déchirure, c'est Raymond Aron, je crois, qui utilise cette expression, la déchirure du lien étatique, c'est-à-dire le fait que, d'une certaine manière, le lien qui s'était noué entre les Juifs et la France s'est rompu dans cette décennie-là. Bon. Et de là s'est enclenché un mouvement, là aussi je simplifie, je schématise à l'extrême, mais un mouvement qui a conduit certains intellectuels, dont Béni Lévy, à un retour vers un judaïsme pleinement assumé, à un départ, d'ailleurs une alia en Israël. Donc cette décennie 60 marque en effet la rupture de cette symbiose judéo-française, si tant est qu'elle ait vraiment existé d'ailleurs. Mais enfin, il y a eu, semble-t-il, une volonté à un moment donné de la faire exister. Israël, donc ça c'est quand même une cassure très nette. Le seul qui reste, c'est Emmanuel Lévinas, le seul qui reste en France. Mais les autres s'en vont. Donc ça. Non, Henriette Lang était. Alors, oui, bon, la plupart sont. Mais je pense à Yann Nadeau-Valency ou bien en Lumière. Enfin, la plupart décident de s'en aller. Donc ça, c'est bien une cassure nette à ce moment-là. Ensuite, alors pour ce qui est de la trajectoire, là j'ai choisi de suivre le parcours de 5 intellectuels. Donc évidemment, c'est pas un panel assez représentatif. En même temps, il ne s'agit pas de mouvement de population, il s'agit de trajectoires singulières de la part d'intellectuels qui, chacun, ont suivi un parcours tout à fait singulier. Donc c'est difficile dans ce cas-là, évidemment, de généraliser. Mais les intellectuels dont je parle, en tout cas, ont tous, d'une façon ou d'une autre, me semble-t-il, redécouvert le fait qu'ils étaient juifs. Ils l'ont fait progressivement, de façon différente, mais tous à peu près selon un schéma et dans un contexte qui était à peu près le même, c'est-à-dire à partir d'un engagement dans les années 60 qui était avant tout politique et souvent à l'extrême gauche, ils sont passés progressivement vers une redécouverte de leur identité juive, jusqu'à, pour certains, une affirmation de cette identité qui pouvait aller jusqu'à la rupture, ce que le sociologue américain Hirschman appelle exit, c'est-à-dire on sort. Béni Lévy représente l'épure, si je puis dire, le modèle, c'est
la trajectoire la plus emblématique de cette génération, c'est-à-dire celui qui est passé de Mao à Moïse, comme on dit parfois de façon un peu schématique. Lui-même contestait d'ailleurs cette expression. Mais les autres dont je parle, j'ai évoqué tout à l'heure par exemple Finkielkraut, mais je cite aussi par exemple Jean-Claude Milner, d'autres intellectuels, eh bien, d'une certaine façon, Milner parle du retour du non-juif. Bon, donc il ne s'agit pas de revenir à l'identité juive, mais de constater que le non-juif fait retour dans le débat public. Bon. Donc d'une façon ou d'une autre, et chacun avec son vocabulaire, si je puis dire, ils ont tous plus ou moins, ceux dont je parle en tout cas, redécouvert l'existence juive et le fait que cette existence juive pouvait avoir une importance ou même jouer un rôle dans le débat public en France. Et c'est ça qui, si je puis dire, si je peux utiliser cette expression qui m'a interpellé, c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Comment et pourquoi des gens qui étaient engagés dans des mouvements politiques révolutionnaires, par définition universalistes, comment ont-ils pu par la suite redécouvrir une identité, fut-elle une identité elle-même d'ailleurs universaliste, mais comment ils ont pu effectuer cette trajectoire, pourquoi, dans quel contexte aussi ça s'était passé. Alors évidemment, ce que je rappelle dans l'introduction, c'est qu'il y a des facteurs, pour parler de façon un peu savante, endogènes et exogènes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choix personnels, subjectifs, réfléchis, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi des effets de contexte, des facteurs externes qui les ont peut-être conduits dans ces chemins. Et pour eux, façon de penser, mais tous les autres, dont Jean-Claude Milner et bien d'autres, finalement, ils sont issus d'une génération, alors universaliste, oui, bien sûr, révolutionnaire, mais tous avec un horizon barré par le célèbre, la célèbre expression du tout politique, tout est politique. Et une des motivations par exemple, dans l'extrême gauche, c'était de sortir précisément de ce schéma du tout politique. Alors chez Bignévi, ça donne une anti-politique, ou une violente charge contre ce qu'il appelait la vision politique du monde, donc qui constitue par rapport à ses années de jeunesse, par rapport aux années 60, l'opposé de tout ce que lui et sa génération a pu dire et faire dans les années 60-70. Alors, ça resterait anecdotique s'il n'y avait pas justement de l'évaluation du politique. Une évaluation du politique, et qui fait que précisément, c'est pas seulement avec ses contemporains qu'on s'explique, mais qu'on s'explique par exemple avec le théologico-politique, et plus particulièrement avec Spinoza. Oui, alors justement, j'évoquais tout à l'heure un livre qui est sorti récemment, que je n'ai pas lu quand j'avais écrit ce livre, mais que je suis en train de lire en ce moment, sur Spinoza précisément. Il s'intitule Le sage trompeur, vous savez peut-être, paru chez Verdier. Et donc, Milner s'explique justement avec le fameux texte qui s'appelle le Traité théologico-politique de 1670. Et donc, alors de cette manière, la plupart des intellectuels juifs que j'ai rencontrés s'accordent à dire que, d'une certaine manière, tout part de là. Enfin, c'est aussi par exemple ce que dit Shmuel Trigano dans un registre tout à fait différent. Tout part de quoi? Du livre de Spinoza. Tout part du traité de... Enfin, tout. C'est-à-dire la fameuse question juive, d'une certaine manière, elle a été formulée de la façon peut-être la plus exemplaire par Spinoza. C'est-à-dire, finalement, alors, il faudrait revenir à ce texte, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et je l'évoque aussi un petit peu, moi j'ai pas beaucoup parlé de Spinoza, qui n'est pas précisément un intellectuel ni français ni contemporain, mais il est à l'arrière-plan de beaucoup des débats et des réflexions de ces intellectuels juifs français contemporains. Béni Lévy en parle beaucoup aussi dans son livre Le meurtre du pasteur. Alors, ce dispositif théologico-politique, c'est l'idée donc que la religion a des effets politiques, et donc il convient pour l'objet du livre de Spinoza, au fond, c'est de dissocier la religion et la politique, ou plus précisément l'emprise du christianisme sur la politique, et donc alors, autrement dit, pour dire les choses autrement et de façon plus simple, le problème de Spinoza, c'est comment faire vivre ensemble des juifs et des chrétiens, et des catholiques, des protestants et aussi des juifs.
Et donc comment inventer une société qui ne tienne pas compte, comme dirait Alain Badiou, du prédicat chrétien ou juif. Donc une société qui accueille tout le monde, autrement dit une société démocratique, moderne, universaliste. Bon. Seulement, pour faire cela, Spinoza se livre à une réflexion assez poussée, même une exégèse des textes bibliques, et notamment du texte juif, et alors, il dégage un certain nombre de propositions qui, encore aujourd'hui, posent problème, et notamment une proposition qui est de dire, alors, ça nous ramène un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, seulement des réflexions sur la question juive de Sartre, c'est-à-dire, mais on pourrait marquer une différence entre ce que dit Spinoza et ce que dit Sartre, c'est-à-dire, pour Sartre, le juif n'existe que dans le regard de l'antisémite. Alors, d'une certaine manière, Spinoza dit une chose assez voisine, il dit les juifs n'existent que dans la séparation des autres nations, finalement, ils existent malgré l'histoire, malgré le temps, etc. Donc ils se tiennent à l'écart des autres peuples, dans la séparation. Le signe le plus visible de cette séparation, c'est la circoncision. Mais il y a aussi les rites alimentaires, enfin toutes les choses qui font que les juifs vivent à l'écart. Et donc il convient de supprimer tous ces écarts et ainsi de les réintégrer dans la communauté universelle du genre humain, dans la société, etc. Autrement dit, il faut que les différences disparaissent pour qu'on entre enfin dans une communauté humaine universelle. Bon. Sauf que, alors la petite différence, c'est que, bien sûr tout ça est très résumé, très simplifié et un petit peu schématisé, mais au fond, ce que dit Spinoza, c'est qu'il faut que la différence juive disparaisse, il faut que toutes les différences culturelles et religieuses disparaissent pour qu'on puisse vivre ensemble. Sartre ne dit pas tout à fait la même chose. Sartre dit quand même qu'il faut reconnaître la spécificité juive, et précisément, il faut que les juifs puissent exister aussi en tant que juifs. C'est la petite nuance quand même qui fait aussi une grosse différence à l'arrivée. Mais le texte, le traité théologico-politique, est relu et réinterprété par Milner comme un texte qui peut-être serait, alors là je ne suis pas allé au bout de ma lecture et je n'avancerai pas trop sur ce terrain, mais il y a d'autres auteurs qui le disent aussi de façon assez crue, serait au fond assez malveillant à l'égard des juifs. Pour ne pas dire, alors on va pas jusqu'à dire antisémite ou anti-juif, mais enfin c'est un texte qui est hostile à l'égard des juifs. Donc sous couvert d'universalisme, eh bien, on marque une hostilité à l'égard de ce peuple qui tient à garder sa différence, qui vit dans la séparation des autres nations et qui se considère comme le peuple élu, c'est-à-dire qui fait de son lien privilégié avec Dieu la source d'une différence et d'une dignité particulière. Bon. Donc tout par-delà d'une certaine façon. Et en effet, au fond, ce raisonnement, on peut faire le parallèle entre ce que dit Spinoza, ce que dira Marx dans la question juive, ce que dira Sartre également. En effet, le schéma et le problème théologico-politique s'articulent autour de cette question, c'est-à-dire comment faire vivre ensemble des humains selon un critère universaliste sans tenir compte des différences et en abolissant justement ce qui distingue les nations, les peuples. Bon. Mais la différence juive est une différence particulière parce que c'est une différence, je dirais, métaphysique ou religieuse. C'est-à-dire, c'est pas comme dirait Sartre, comme dirait Freud, une petite différence, c'est une grande différence. C'est-à-dire, c'est même une différence tout à fait singulière. C'est le peuple qui se revendique comme le peuple de Dieu. Et donc, c'est une différence qui résiste. Et qui résiste tellement que, précisément, le dispositif mis en place par Spinoza, si on en croit Milner, eh bien, ne permet pas de résoudre la question. Dans un genre tout à fait différent, c'est aussi par exemple ce que dit Léo Strauss, qui a écrit aussi sur Spinoza. Il dit voilà, Spinoza n'a pas résolu la question juive, d'ailleurs la question juive ne peut pas être résolue, et le problème n'est pas de résoudre la question juive, le problème n'est pas de savoir si on peut résoudre la question juive, ce qui constitue le problème, c'est qu'on fasse de l'histoire juive un problème, si vous voulez. C'est ça qui pose problème. Pourquoi est-ce que l'histoire juive devrait être un problème Léo Strauss dit il n'y a pas de solution au problème juif, et il faut faire en sorte que la société ne se pose plus l'histoire juive comme un problème, mais comme un simple fait dont il faille tenir compte et qui doivent être en quelque sorte respectés en tant que tels. Donc si vous voulez, là on a effectivement une critique de la part d'un certain nombre d'intellectuels. Je pourrais ajouter à la liste Lévinas lui-même aussi, qui a écrit sur le cas Spinoza, oui. Donc d'intellectuels qui tous, au fond, dénoncent, je vais dire les choses autrement dans le langage de Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner parle d'un universalisme facile, qui l'oppose à un universalisme difficile.
Au fond, ce que Milner reproche à Spinoza, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres, c'est de proposer ce qu'il appelle un universalisme facile, c'est-à-dire un universalisme qui va tout de suite à l'universel et qui propose tout simplement d'abraser toutes les différences. Bon. L'universalisme difficile serait un universalisme qui n'abrase pas les différences, mais qui leur permet d'exister sans abolir précisément le dialogue, l'espace public et ce qu'on appelle le commun, ce qu'on peut appeler la koinonie, enfin, la vie commune. C'est ça le problème, le vrai problème. C'est comment faire pour vivre ensemble avec des différences, et non pas pour vivre ensemble en abolissant toutes les différences. Il me semble que c'est là le point qui sépare, en tout cas, ces intellectuels, aussi différents soient-ils d'ailleurs, Lévinas, Lévi-Strauss ou Milner, mais qui sur ce point, me semble-t-il, se retrouvent, et d'autre part, des intellectuels comme Marx, Sartre ou Spinoza, qui, d'une certaine façon, ont cherché à sauter par-dessus le problème en proposant une réponse que, encore une fois, Milner qualifierait de facile. Soit on tient bon sur l'universel minimum, donc celui que Jean-Claude Milner appelle son peut-être universalisme facile, et puis alors si on n'est pas pour un universalisme facile, on est, c'est ce que Benigni appelait, l'universel intensif, c'est-à-dire quelque chose où la question juive, enfin la judéité en tout cas, témoigne pour l'humanité. Est-ce que Oui, enfin, c'est-à-dire, là aussi, il y aurait beaucoup de références. Je pensais aussi à un autre auteur qui est américain cette fois, qui est Michael Walzer, qui parle de l'universalisme de réitération, c'est-à-dire par opposition à ce qu'il appelle un universalisme de surplomb, c'est-à-dire donc l'universalisme. Alors, disons les choses simplement, c'est-à-dire tous ces auteurs disent que le judaïsme ou même la judéité est un universalisme aussi. Et donc cet universalisme n'a pas assez passé derrière un autre universalisme qui en son fond serait ce qu'on appelle judéo-chrétien, mais c'est-à-dire en fait chrétien. C'est une contestation justement de ce syntagme judéo-chrétien qui finalement revient à assimiler l'existence juive au christianisme. C'est-à-dire le judaïsme s'abolit dans le christianisme, nous sommes venus non pas pour abolir la loi mais pour accomplir la loi et les prophètes, donc c'est Saint Paul. D'ailleurs, quand je parle d'universalisme facile, Milner prend également pour cible, si je puis dire, Saint Paul, parmi les universalisateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent abolir les différences et abraser justement ces différences. Donc, le judaïsme ou la judéité est un universalisme. Alors maintenant, c'est un universalisme autre, c'est-à-dire en effet alternatif, différent. Et donc des auteurs, Michael Walzer par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'universalisme intensif, il parle d'universalisme réitératif, c'est-à-dire un universalisme qui passe par des récits, par des histoires, l'histoire du peuple juif en l'occurrence, donc un universalisme qui est incarné, un universalisme qui s'inscrit, alors c'est tout le paradoxe évidemment, un universalisme qui s'inscrit dans une particularité, même dans une singularité en fait, mais c'est un universalisme qui n'en est pas moins riche et porteur d'un sens pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'y voir une volonté de se mettre à part, mais au contraire de montrer une voie alternative qui s'adresse à tous les hommes. Bon, alors, dans ces conditions, en effet, il s'agit de repenser finalement l'ensemble de la tradition à la fois philosophique et politique occidentale à la lumière de ces questionnements. Donc vous voyez que évidemment l'ambition de tous ces penseurs est extrêmement élevée. Il s'agit en quelque sorte de revenir, par-delà même d'ailleurs le théologico-politique, au théologique tout court, si je puis dire. C'est un plan théologique finalement. C'est un des arguments. Le théologico-politique, pardon, il existe toujours, et il a un nom, il est chrétien. Et donc finalement, on arrive à penser que nous ne sommes pas sortis du théologico-politique, et que d'une certaine manière, il n'y a pas à être hypocrite. Il existe, il est là, simplement on le voit ou on ne le voit pas. Mais par-dessus ça, il y a autre chose de beaucoup plus important pour cette génération, celle de Sartre et celle des années 60, c'est qui a dominé le marxisme, c'est la conception hegelienne de l'histoire. Tout à l'heure, je citais l'esprit du christianisme et son destin, mais toute la grandiose histoire universelle de Hegel, qui culmine dans ce qu'on appelle le tribunal de l'histoire, qui va juger
qui doit juger le peuple. Et on a tous été sous l'emprise plus ou moins forte de cette représentation. Et je reviens à l'histoire contemporaine. En 1980, dans le Nouvel Observateur, Béni Lévy et Jean-Paul Sartre, qui normalement devaient écrire un livre ensemble, qui n'ont jamais terminé, ni l'un ni l'autre, et cette interview qui s'appelle L'espoir maintenant, dans lequel Sartre, éclairé par son jeune secrétaire, Béni Lévy, déclare quelque chose qui fera frémir toute la sartrialité parisienne. Il dit ceci: s'il y a une histoire juive, alors la conception hegelienne de l'histoire est fausse. Voilà. Donc il y a une alternative à l'histoire hegelienne universelle, à laquelle, que même sans avoir lu une ligne de Hegel, tout le monde, je peux vous dire, même encore en 1980, participait, du genre la vieille taupe a bien creusé, nous avons inéluctablement nous allons gagner, etc. Enfin, bon, toute la marche de l'histoire vers le progrès, vers le salut peut-être, etc. Encore qu'en 1980, on commence, à partir de 1981, quand le socialisme arrive, on commence à déchanter. Hein. Mais bon, grossièrement, vous voyez par exemple quand vous entendez Sarkozy dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, ça prouve bien que le schème hegelien existe toujours. Bon. Même si je suis sûr que Sarkozy n'a jamais lu une ligne de Hegel, mais bon, c'est dans sa tête. En l'occurrence, c'est la plume Regueno, je pense, qui va s'inscrire dans un hegelianisme. Alors voilà quelqu'un, voilà Sartre. Alors évidemment, en 1980, il a 84 ans. Donc on s'est dit, il est ramolli de la cervelle, c'est les jeunes qui le... C'est me devoir parler d'un détournement de vieillard. Etc. Mais Sartre dit, s'il y a une histoire juive, alors l'histoire hegelienne, l'histoire hegelienne universelle, n'est pas toute puissante. Et Lévinas, quelques mois après, dans un article qu'il appelle justement le surlendemain des dialectiques, approuve Sartre d'avoir dit ça. Alors, quelle est la place justement de ces entretiens de 1980 dans cette histoire? Alors il y a deux questions, hein. Je reviens un tout petit peu sur Hegel et après oui. sur Hegel, il y aurait aussi énormément à dire. Je crois qu'on peut dire que d'une certaine manière, Emmanuel Lévinas a passé une grande partie de sa vie et de son œuvre à ferrailler, si je peux dire, avec Hegel et à s'opposer à lui, via d'ailleurs, si je peux dire, par l'entremise de Rosenzweig en fait, hein, et de Rosenzweig qui a été hegelien dans sa jeunesse et qui s'est détourné de Hegel, peut-être parce qu'il a compris qu'au fond la pensée de Hegel était une pensée profondément chrétienne, au moment où Rosenzweig lui-même avait envisagé de se convertir justement au christianisme, et finalement il ne l'a pas fait, et il est resté juif. Donc effectivement, ça c'est un enjeu majeur de la pensée moderne et contemporaine, la question de la dialectique, et au fond un des enjeux notamment dans l'après-guerre, c'est-à-dire la dialectique qui a été effectivement jusque dans les années peut-être 50, 60, un marqueur positif, c'est-à-dire la pensée dialectique c'est la modernité, c'est l'histoire en marche, et bien tout d'un coup a été frappé d'anathème, si je puis dire, et au contraire, il s'agissait de s'arracher à la dialectique. C'est tout le mouvement d'Althusser dans les années 60, c'est tout le mouvement aussi du structuralisme. Et au fond, cette volonté de s'arracher à la dialectique, c'est peut-être, on peut l'interpréter comme une volonté de s'arracher aussi à une sorte de judéo-christianisme larvé dans la philosophie, et une volonté peut-être, c'est pas par hasard qu'un certain nombre de penseurs juifs se sont intéressés à ça, Lévinas le premier bien sûr, mais il n'est pas le seul, à tel point d'ailleurs que Jean-Paul Milner a été jusqu'à dire, je vous avoue que je n'ai pas tous les éléments pour juger de ces questions, mais enfin Jean-Paul Milner, je l'ai entendu soutenir la thèse selon laquelle le structuralisme au fond est une science juive. C'est-à-dire, le structuralisme, c'est la volonté, en effet, d'arracher la science à l'emprise de la dialectique. Bon, on peut dire les choses un peu rapidement. Et à la dialectique hegelienne, c'est-à-dire à la christologie hegelienne, finalement. Le christianisme et son destin est en effet révélateur aussi aussi bien d'ailleurs ce que Hegel dit du christianisme que de ce qu'il dit des juifs, en fait. Hein. Ce peuple sans histoire, ce peuple qui est
en dehors de l'histoire, et qui d'une certaine manière ne pourra rien apporter de bon à l'humanité, puisque par définition, rien ne se fait de grand dans l'humanité que ce qui se fait dans l'histoire, et par l'histoire. Donc comme les Juifs existent malgré l'histoire, pour reprendre la formule de Marx, eh bien, ils ne sont que dans la négativité, dans l'hostilité, la haine des nations, comme disait Spinoza, etc. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Hegel, en effet, si je puis dire, déboulonner Hegel et la dialectique, c'est l'enjeu de la philosophie française dans les années, au tournant des années, encore une fois, 60 d'ailleurs, hein, avec notamment ce mouvement qui est le structuralisme. Bon. Alors maintenant, la deuxième question sur l'espoir maintenant, donc ça c'est les entretiens de 1980. Alors là, oui, je disais tout à l'heure, tous les Sartriens ont hurlé au scandale, puisque Sartre était, d'ailleurs c'est l'année où il est mort, hein, sauf erreur. Oui. Donc il était très âgé, et je disais tout à l'heure que Simone de Beauvoir considérait que Béni Lévy avait opéré un détournement de vieillard, donc c'est-à-dire qu'il avait arraché ou extorqué à Sartre des aveux qui n'auraient pas été ni sincères ni vraiment conscients. Bon, mais il se trouve pas. De gré ou de force, personne ne le saura peut-être jamais, il se trouve quand même qu'en effet, Sartre a dit que l'histoire, la révolution, eh bien finalement, c'était dans les termes du messianisme juif qu'on pouvait réellement les penser. Bon, donc c'est effectivement quelque chose d'assez énorme dans la bouche du grand philosophe français Jean-Paul Sartre, marxiste, existentialiste, athée. Bon, alors, et donc ça, c'est effectivement aussi un basculement très important. Alors, la question, c'est celle de savoir quelle alternative, ça nous ramène à la question de la dialectique et donc aussi de la révolution, c'est-à-dire quelle alternative à la philosophie moderne de l'histoire, quelle est l'alternative à ces grandes pensées de l'histoire. Eh bien, l'hypothèse qui est envisagée à ce moment-là, c'est que l'alternative, ce serait précisément la pensée juive, ou le rapport juif à l'histoire, ou la manière juive de vivre l'histoire. Qui est une manière alors paradoxale parce que d'une certaine manière immobile, inscrite dans la répétition ou plutôt dans la commémoration des fêtes juives, les célébrations, etc. C'est-à-dire une histoire qui paradoxalement ne produit pas comment dire, contrairement à la dialectique, une histoire qui n'est pas productive, enfin au sens matérialiste ou au sens dialectique du terme. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'était une boutade, mais en fin de compte, c'est une boutade qu'on peut retrouver aussi sous la plume d'Emmanuel Levinas. Je crois dans un texte, Emmanuel Levinas dit au fond, le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire le judaïsme, c'était une philosophie éthique. Bon, et précisément, c'est par l'éthique que Levinas entend sortir de la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire le rapport à l'autre homme, le visage, c'est ce qui arrache les hommes à la toute-puissance du politique, à la toute-puissance de l'histoire et de la dialectique. C'est ce qui, à un moment donné, vient interrompre le cours de l'histoire pour inscrire les hommes dans un hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. Bon, donc, il y a là, effectivement, dans le judaïsme, tel qu'il est interprété par exemple, Levinas, mais d'autres penseurs aussi, eh bien, quelque chose qui s'offre comme une pensée alternative de l'histoire. Ça, c'est un des points aussi que j'ai voulu explorer dans le chapitre 2 de mon ouvrage, qui est consacré justement à la philosophie de l'histoire. Dans quelle mesure est-ce que les penseurs juifs contemporains ont tenté d'élaborer un rapport autre à l'histoire, qui soit non dialectique, non chrétien, non hegelien. Alors, c'est justement aussi là qu'on retrouve l'histoire de tout à l'heure. C'est-à-dire que pour Levinas en particulier, c'est vrai pour d'autres aussi, mais ils ne disent pas comme ça, il y a l'histoire juive double l'histoire universelle. Cette doublure, Levinas l'appelle l'histoire sainte. C'est-à-dire que toutes les histoires, les engendrements, Toldot en hébreu, les engendrements que l'on voit dans les livres de la Torah, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, etc., sont quelque sorte des scansions à travers lesquelles on peut lire, déchiffrer l'histoire contemporaine. C'est ça finalement qui est le plus audacieux, je crois, dans cette affaire, c'est d'en revenir en quelque sorte à une sorte de grille intensive qui permet de dépasser l'horizon borné de l'histoire hegelienne. Oui, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif, d'une certaine manière, résumerait
l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ce peuple qui est d'abord esclave en Égypte, qui ensuite doit traverser le désert, doit traverser une série d'épreuves avant d'arriver dans la terre promise, mais sous peine aussi d'entendre à la fois le message de Dieu et d'observer aussi le rituel et les devoirs. D'une certaine manière, tout ça résumerait l'histoire de l'humanité, et d'une certaine façon, cette aspiration à la liberté, à l'émancipation universelle, qui est précisément l'aspiration révolutionnaire par excellence, eh bien, elle aurait trouvé une expression première dans le récit biblique juif. Donc, effectivement, ça, c'est l'universalisme intensif, c'est-à-dire l'universel s'est révélé dans une histoire singulière. Simplement, il s'agit pour d'autres peuples, non pas d'imiter cette histoire servilement, si je peux dire, mais de s'en inspirer pour leur propre compte et pour reconstruire une histoire qui s'en inspire sans en être une pâle copie. Alors c'est intéressant. Une petite conférence d'Henri Corbin qu'il avait prononcée à Téhéran dans les années 60, où il reprend la formule bien connue d'un auteur anglais qui le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Donc là, vous avez cette possibilité d'une autre histoire. Il y a le mot de Carl Schmitt aussi qui est bien connu. Tous les concepts de la pensée moderne sont des concepts théologiques. Théologiques. C'est-à-dire que la modernité n'est en fait qu'un masque qui cache le christianisme et les valeurs du christianisme. C'est bien ce qui me fait dire qu'on n'est pas sorti du théologique. D'accord. Alors après, bon, ça pose la question de ce qu'on appelle de la sécularisation. Ce qu'on appelle le théorème de la sécularisation. Et il y a un livre de Blumenberg qui s'appelle La légitimité des temps modernes qui traite de cette question et qui pose la question de savoir si, au fond, ce qu'on appelle la modernité ne serait que le produit d'un christianisme, enfin d'une dialectique historique, au fond, qui ne serait rien d'autre qu'une métamorphose du christianisme, ou peut-être un achèvement ou un aboutissement du christianisme, c'est-à-dire toutes les idées de démocratie, de droits de l'homme, de liberté, d'égalité, seraient au fond des idées chrétiennes sécularisées. Étant entendu que la sécularisation est elle-même inscrite dans le christianisme, si on en croit des auteurs comme par exemple Marcel Gauchet, etc., ce serait la religion de la sortie de la religion. Donc finalement, la laïcité serait elle-même une idée chrétienne. En fin de compte, donc nous serions tous chrétiens finalement. Alors c'est une idée qui est sujette évidemment à caution et à débat. Carl Schmitt l'affirme sans détour, enfin, on se rappelle tous qui est Carl Schmitt. Juriste nazi, donc ça soulève évidemment un certain nombre de problèmes. À l'inverse, Blumenberg, lui, affirme que certes, la modernité doit beaucoup de ses concepts au christianisme dont elle est issue, mais qu'il y a ce qu'il appelle une légitimité des temps modernes, c'est-à-dire qu'on ne saurait réduire la modernité avec une sorte de crypto-christianisme, et qu'il y a effectivement des différences qui ne sont pas simplement superficielles, mais fondamentales entre une pensée théologique et la pensée moderne, à la fois philosophique et politique. Alors justement, dans votre livre... Bien sûr. Là, c'est pour parler. Ça, c'est la génération d'avant. Donc puisque Derrida est né dans les années 30, je ne sais plus exactement quelle année. Lévinas est né encore avant, je crois, 1906. Voilà, c'est ça, 1906. Donc ça, c'est la génération comme je les appelle, des passeurs, c'est-à-dire ceux qui ont joué le rôle d'intermédiaire avant la génération des années 60. En fait, Lévinas et Derrida constituent, déjà très clairement dans l'esprit du public français, deux grands philosophes, d'ailleurs avant tout des philosophes français, mais il se trouve que c'était des philosophes français pour lesquels le fait d'être juif était loin d'être anecdotique. Donc ce sont des philosophes français juifs, me semble-t-il. Et alors, selon deux modalités en effet très différentes, pour le dire un petit peu, pour le dire simplement, si vous voulez, Emmanuel Lévinas pourrait être qualifié. Alors, évidemment, ce serait dit comme ça, ce serait tellement réducteur qu'à la limite, ce serait un petit peu faux, mais il y a une dimension peut-être plus conservatrice, disons, dans sa pensée, ou une volonté finalement de faire revivre les concepts de la pensée juive, mais aussi du judaïsme, enfin de la pensée juive religieuse dans la philosophie, alors qu'il y aurait au contraire chez Derrida la volonté de penser, enfin d'investir la philosophie d'une manière non juive. Enfin,
Derrida représenterait le type d'ailleurs plutôt de ce que Isaac Deutscher appellerait le juif non-juif, c'est-à-dire le juif qui d'une certaine manière, comme Derrida le revendiquait d'ailleurs clairement, enfin, le juif qui n'est pas, qui est athée, qui n'a pas de lien avec le judaïsme traditionnel. Donc ce sont deux modalités différentes, l'un, si vous voulez, qui se rattache au judaïsme, pour reprendre les catégories de Memmi, et l'autre qui se rattache plutôt à la judéité, un judaïsme plutôt culturel. Bon. Donc, alors, Moses a proposé deux catégories, en effet, l'une qu'il appelle la modernité normative, donc effectivement, Lévinas se rattache à cette tradition, et l'autre qu'il appelle la modernité critique, donc Derrida se rattache davantage à cette tradition. Mais par-delà ces deux auteurs français, on pourrait citer aussi des philosophes allemands, dont j'ai évoqué un nom tout à l'heure, Franz Rosenzweig, se rattacherait lui aussi à la modernité normative. D'ailleurs, Lévinas clairement cite et commente abondamment Rosenzweig, auquel il se réfère. Et d'autre part, Derrida lui se rattache à une modernité critique qui enverrait plutôt à des auteurs comme par exemple Walter Benjamin, voire, j'allais dire Hannah Arendt, encore qu'Hannah Arendt soit peut-être un auteur plus ambivalent de ce point de vue-là. Donc autrement dit, dans les deux cas, il y a une volonté de faire revivre quelque chose de l'identité juive, soit sous une modalité religieuse, soit sous une modalité plutôt culturelle, sous une modalité soit traditionnelle, soit plus moderne et plus critique. Voilà, mais dans les deux cas, en tout cas, il y a une volonté de réaffirmer cette existence juive dans la pensée philosophique et politique moderne et contemporaine. Et c'est en ce sens que ces deux auteurs constituent des passeurs pour la génération des années 60. Alors, la question de Stéphane Moses, mais ça veut dire par exemple pour Lévinas qu'il serait possible au fond de renouer avec la tradition, notamment la tradition religieuse. Au fond, cette tradition, le fil de la tradition n'a pas été rompu. Et donc il s'agirait de la faire revivre, de la retrouver. Simplement, on l'a oubliée, il faut donc y revenir, retrouver cette tradition et donc réinscrire une sorte de continuité dans l'histoire, par-delà les ruptures, etc. Ça traduit plutôt la modernité normative, façon, si je peux dire, Lévinas ou Rosenzweig. En revanche, la modernité critique part d'un constat qui est que le fil de la tradition a été rompu. Alors là, je pourrais reprendre d'ailleurs les termes d'Hannah Arendt dans la préface de la crise de la culture. Elle cite René Char, elle dit notre héritage n'est précédé d'aucun testament, c'est-à-dire nous avons rompu avec le passé. Tous les passés et toutes les traditions, bon, et notamment la tradition juive. Alors, bon, Arendt, c'est un cas un petit peu à part et c'est assez ambivalent. Mais en tout cas, par exemple, pour quelqu'un comme Walter Benjamin, bon, on va dire aussi c'est ambivalent, ou pour Derrida, il s'agit quand même, en quelque sorte, de faire vivre des concepts qui sont, d'une certaine manière, hérités malgré tout de la tradition juive, mais de les faire vivre en dehors de cette tradition et en dehors de toute dimension religieuse. Je pense pas, je vais prendre un exemple, un cas précis, on en a déjà parlé, c'est le concept de messianisme. Que ce soit chez Benjamin ou chez Derrida, il est clair que tous les deux ont, si je puis dire, tordu le concept de messianisme pour lui donner un sens qui n'est pas le sens originel, ou en tout cas, ils ont interprété ou réinterprété le messianisme à la lumière des idéologies modernes, notamment le marxisme, la révolution, et ça n'est pas du tout le cas, par exemple, de Lévinas. Donc on a bien là un rapport à la tradition juive qui est tout à fait différent dans un cas ou dans l'autre cas. Ah oui, mais... Mais par exemple, Derrida parle de messianicité sans messianisme. Alors c'est très compliqué, Derrida, hein, c'est un auteur, comme chacun sait, ardu, difficile, mais enfin, c'est-à-dire il s'agirait de retenir une structure de pensée qui serait en quelque sorte vidée de toute substance, c'est-à-dire de sa substance religieuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça, c'est toute l'œuvre de Derrida. Enfin, si ça veut dire quelque chose, eh bien, c'est dans l'œuvre de Derrida. C'est-à-dire un messianisme, alors, autrement dit, une pensée révolutionnaire, mais une pensée révolutionnaire qui ne serait pas dialectique, hegélienne, marxiste, etc. C'est-à-dire qui ne serait pas celle de l'attente d'une révolution qui surviendra dans un avenir lointain, inéluctable, mais une façon révolutionnaire, au contraire, d'avoir un rapport au présent. C'est un rapport révolutionnaire au présent. Bon. Donc la possibilité que quelque chose de nouveau fasse irruption dans le présent. Bon. Autrement dit, il y a une structure de pensée qui reste juive, mais sans contenu religieux. Bon, voilà, ça c'est la modernité critique. Au contraire, bon, tout ça est... et par contre, chez Lévinas, ce serait l'inverse, c'est-à-dire essayer de reprendre des contenus religieux, quitte à les inscrire dans des formes de pensée qui soient modernes, qui soient celles de la philosophie occidentale. Alors, par exemple,
est-ce que le visage est un concept? Ça, c'est un petit peu problématique de dire ça, mais toute la thématique du visage, au fond, est une manière de réinterpréter, en effet, le commandement biblique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc redonner sens à ce commandement religieux, mais en l'inscrivant dans une conceptualité qui prenne une forme davantage philosophique que religieuse. Bon. Je ne sais pas si... Dans une interview au Monde, Roger Paul Droit, Lévinas dit, après la chute du mur de Berlin, il dit, c'était surprenant, nous avions appris à vivre avec une espérance, avec une promesse, même si c'était la promesse folle du stalinisme, c'était quand même une promesse marxiste, de libération. Maintenant, nous devons vivre dans un temps sans promesse. Et c'est ça la question de la crise de la modernité pour Lévinas. Et oui, c'est ce qui veut dire que certains auteurs, qu'au fond, Lévinas est un auteur judéo-chrétien. Donc il a été christianisé, ou qu'au fond, il n'a pas réussi à s'arracher à la pensée dialectique. Ah non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il ne s'est pas arraché à la pensée dialectique. Il dit qu'il y a une perte. Il dit qu'il y a une perte. Une perte qui est celle de la dimension de la promesse. Et qu'il faut apprendre à vivre dans cette perte. Et il y a d'autres textes de Lévinas où il dit, par exemple, dans Totalité infinie, où il parle du pathétique du libéralisme, quand il dit là. Quand je demandais à Lévinas ce qu'il en était par là, il me disait, non, je ne parle pas de Chirac, je viens de vous parler. En fait, il parlait de l'État libéral du XIXe siècle. Or, pour des auteurs comme Benjamin ou Benny Lévy, parler du pathétique du libéralisme, soit il se marrait franchement, soit il se mettait en colère. C'était... Vous voyez, là aussi on retrouve peut-être la symbiose judéo-française chez Lévinas, et elle est profonde, c'est une adhésion à l'état social. Et puis, de l'autre côté, la conception plus révolutionnaire de Benjamin. On revient au clivage pensée conservatrice, pensée révolutionnaire. Voilà. Alors je vais juste terminer en 2 minutes, parce qu'après il faut que le public pose des questions, sinon là. Il y a 2 figures de militants révolutionnaires et philosophes de cette époque-là, qui ont eu des destinées, ils sont morts tous les deux, et ils ont eu des destinées parallèles. Benny Lévy, on en a beaucoup parlé, et Daniel Ben Saïd. Alors, effectivement, on posait la question au début de la cohérence ou de l'unité de ce groupe. Effectivement, c'est très problématique, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une trajectoire tout à fait singulière et individuelle. Donc, alors, de cette manière, Daniel Ben Saïd, c'est celui qui résiste à mon schéma, parce que l'hypothèse était justement ce mouvement qui part de l'engagement révolutionnaire et qui va vers le retour et notamment la redécouverte de l'identité. Bon, Ben Saïd, c'est celui qui, d'une certaine manière, n'a jamais varié, c'est-à-dire qui est resté du côté de l'engagement révolutionnaire, il était trotskiste et il est resté. Mais enfin, malgré tout, j'essaye d'apporter des nuances à ce constat, puisque lui aussi, à partir des années 80, s'intéresse à la question du messianisme. Lui aussi se pose la question de savoir, au fond, si dans la pensée juive, il n'y a pas des ressources pour penser ou renouveler la pensée révolutionnaire qui a tendance un petit peu à s'essouffler. Donc il s'intéresse notamment à Walter Benjamin. Il a écrit un livre qui s'appelle Walter Benjamin, Sentinelle messianique. Il a écrit plusieurs livres d'ailleurs à cette question. Il s'intéresse beaucoup à la religion en général. Il a écrit aussi un livre sur Jeanne d'Arc, par exemple, sur le mysticisme. Donc sur l'idée qu'il y aurait dans les spiritualités, alors soit chrétiennes, soit juives, c'est pas clairement, on ne peut pas parler d'un retour, mais enfin, il y a l'idée si je puis dire, de ressourcer la pensée révolutionnaire dans un certain spiritualisme, une certaine spiritualité religieuse. Et il se trouve que le judaïsme fait partie de ces sources d'inspiration à ce moment-là, c'est-à-dire au même moment que les autres, si je puis dire, fin des années 70. Donc c'est quand même révélateur d'une tendance qui est assez généralement partagée chez tout le monde, mais qui évidemment est reflétée au prisme de chaque trajectoire particulière et qui prend des accents singuliers. Donc Ben Saïd, c'est celui qui s'est tenu le plus éloigné possible d'un mouvement de retour, mais qui n'est pas exempt d'interrogation au sujet du fait juif dans la modernité.
une, etc. Bon, j'ai fait plutôt une enquête en allant voir, disons, des grandes figures assez connues. J'en ai interviewé une douzaine en réalité. Enfin, j'ai réalisé des interviews, si vous voulez, donc justement pour prendre en compte la parole de ces gens et ce qu'ils avaient à dire. Alors, maintenant, interviewer un intellectuel, c'est pas comme interviewer Monsieur Tout-le-Monde, parce qu'un intellectuel, il parle beaucoup, il a beaucoup de choses à dire, il interprète lui-même sa propre trajectoire, ce que Monsieur Tout-le-Monde ne fait pas forcément. Donc c'est plus compliqué. Mais alors, sur les raisons endogènes, bah, écoutez, là, ça dépend d'abord des cas, mais disons que globalement, une des questions quand même qui se pose, en effet, c'est de savoir dans quelle mesure cet engagement souvent révolutionnaire a ou non des origines juives. Bon. Alors, ça c'est un questionnement que d'ailleurs ces intellectuels se posent eux-mêmes. C'est en ce sens qu'il est endogène, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le fait d'être engagé à l'extrême gauche dans le mouvement révolutionnaire, dans quelle mesure est-ce que ça peut être dû ou non au fait d'être juif, ou quel lien ça a avec soit la religion, soit le fait culturel juif. Bon. Alors, il semble quand même que ça en est, plus ou moins, et que dans la plupart des cas, il soit quand même assumé. Par exemple, Benny Lévy, finalement, il disait que lui, il ne voyait pas de contradiction entre le fait d'avoir été maoïste et d'avoir ensuite retrouvé la religion juive, c'est-à-dire pour revendiquer une forme de continuité. Donc, c'est-à-dire, c'est bien une façon de dire qu'il était déjà juif dans son engagement maoïste. C'est une façon un peu abrupte de le dire. C'est peut-être discutable, d'ailleurs, elle a été très discutée, mais enfin, c'est une façon de le dire. D'autre part, je viens de citer à l'instant le livre d'Alain Finkielkraut, Le Juif imaginaire. D'ailleurs, Finkielkraut lui fait un portrait de toute une génération, et il dit finalement, tous ces jeunes juifs qui se sont engagés dans mai 68, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient rejouer le soulèvement du ghetto de Varsovie, ils voulaient d'une certaine manière refaire le combat de leurs parents contre les nazis. Hein, nous sommes tous des juifs allemands, CRS-SS, c'est-à-dire au fond on rejoue la Seconde Guerre mondiale et on se bat contre les nazis. Bon. Donc il y avait... Alors, ça relève peut-être un peu d'une sorte de psychanalyse un peu rapide, mais enfin, alors, il y a une sociologue aussi, dont je me suis inspiré, qui s'appelle Dominique Schnapper, qui elle utilise un terme clairement psychanalytique, elle parle de sublimation. Alors, ça soulève beaucoup de questions aussi, mais enfin, sa thèse, c'est que, au fond, beaucoup d'intellectuels juifs de cette génération ont sublimé leur identité juive dans le combat révolutionnaire. C'est-à-dire que, ne pouvant s'assumer juif dans l'espace politique français dans les années 60, d'une certaine manière, être maoïste, c'est une identité de substitution, mais c'est encore une manière d'être, ou être trotskiste, ou être marxiste, léniniste, c'est une identité de substitution. Et finalement, quand l'identité de substitution s'efface, eh bien, c'est l'identité juive qui reparaît et qui ressurgit. Bon. Alors, tout ça, bon, c'est évidemment un peu flou parce que on utilise des catégories psychanalytiques, la sublimation, d'une façon qui n'est pas tout à fait rigoureuse, surtout quand elle est appliquée à une génération. Hein, bon. Mais enfin, là aussi, ça s'appuie sur des témoignages. Hein. Par exemple, Benny Lévy disait le fait qu'il y ait eu beaucoup de juifs, par exemple à la LCR, ça c'est Ben Saïd qui le dit, mais ou même le frère de Benny Lévy, le fait qu'il y ait eu beaucoup de juifs à la GP n'était sans doute pas dû au hasard. Bon, donc il y a l'effet biographique aussi. Et puis il y a un autre aspect que j'évoque un petit peu dans le livre, mais je n'ai pas beaucoup exploré la question, c'est le rapport avec Israël. Et notamment le fait que cette génération était pro-palestinienne et violemment anti-israélienne. Et ça aussi, ça peut s'expliquer par une certaine interprétation de l'identité juive, c'est-à-dire justement un universalisme qui refuse l'État-nation, la clôture, etc. Et ça aussi, Benny Lévy explique que son engagement pro-palestinien et la critique féroce qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de l'État d'Israël, ça pouvait s'expliquer aussi par le fait qu'il était juif. Les intellectuels juifs parisiens étaient les plus pro-palestiniens de Paris. Bon, donc ça c'est une citation justement de Benny Lévy. Donc il y a un certain nombre de faits, je m'appuie sur des déclarations des intéressés eux-mêmes, hein, biographiques, qui se prêtent assez facilement à des interprétations qui vont dans ce sens. Alors après, vous avez des intellectuels comme Michael Levy, par exemple, qui ont étudié cette question de façon beaucoup plus approfondie, hein, les affinités électives qu'il peut y avoir entre la pensée juive et la pensée révolutionnaire. Enfin, ça, c'est aussi attesté par énormément de travaux d'historiens, de politistes et de sociologues. Vous trouvez ça aussi chez Max Weber, d'ailleurs, hein, dans son analyse du judaïsme antique, enfin, le fait que voilà, l'universalisme juif, le prophétisme juif, etc., sont des sources aussi de la pensée révolutionnaire moderne. On peut retrouver, alors on pourrait aussi s'interroger sur le rapport de Karl Marx avec son identité juive, le fait que, là aussi, il y a des travaux historiques assez importants sur cette question, le fait qu'on pourrait même aller
jusqu'à dire, là je m'appuie sur Enzo Traverso dans son dernier livre, que l'une des sources du socialisme, au fond, c'est le cosmopolitisme juif du XIXe siècle, c'est-à-dire, au fond, Karl Marx, qui est un juif d'une famille convertie en Allemagne, dans un pays où les juifs n'ont pas accès à la fonction publique, à l'administration, etc. C'est par excellence le juif non-juif, qui est rejeté à la fois par sa communauté d'origine dont il est sorti, et par la communauté allemande dans laquelle il ne peut pas entrer. Et bien, comme il ne peut pas être ni juif ni allemand, d'une certaine manière, il donne naissance à une pensée universaliste et cosmopolitiste dans son livre de 1843 qui s'appelle « Sur la question juive », parce que c'est quand même l'un des points de départ de sa réflexion, c'est le statut des juifs en Allemagne. Donc ça part de là aussi. Donc c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui attestent le fait que l'identité juive a beaucoup contribué aux idéologies politiques modernes, et notamment au socialisme. Il y a même un livre, d'ailleurs, je m'en arrêterai là, que j'ai pas lu, que j'ai parcouru, que vous connaissez peut-être, de Yoris Letskin, qui s'appelle « Le siècle juif », alors qui lui va beaucoup plus loin, puisqu'il considère au fond que toutes les idéologies modernes ne sont pas chrétiennes, mais juives. Donc le socialisme, le libéralisme, le sionisme, évidemment, le cosmopolitisme, toutes les grandes idéologies modernes sont des inventions juives, c'est-à-dire sont le fruit d'intellectuels juifs, notamment